Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue en tout cas dans cette grande interview avec une légende, un personnage très connu dans le monde sportif sur le plan africain, Jean-Florent Ibenge Ikwange. Vous le connaissez très bien, on est avec lui ici pour débattre autour de quelques petites questions relatives à sa personne, à ce qu'il est devenu après son départ de la RDC. Bonjour coach Florent. Bonjour. C'est un privilège pour moi de vous revoir une fois de plus et de vous recevoir surtout. Très content de vous revoir. C'est toujours un plaisir. Ça fait vraiment longtemps, coach. Sinon, quelles sont vos nouvelles après votre départ de la RDC depuis 2021, je pense, juillet 2021? Ça fait plus de 4 ans que vous n'êtes plus au pays. D'abord, dites-nous comment ça se passe en dehors de la RDC. Oh, ça se passe pas trop mal, c'est toujours le même métier, donc on continue à travailler aussi sérieusement que possible. Il y a eu des péripéties avec des hauts et des bas, ce qui est la vie. En quittant le Congo, je suis allé à Berkane. Et Berkane, on a fait des choses intéressantes, on a gagné la Coupe de la Confédération. Ensuite, après Berkane, je me suis retrouvé à l'Hilal du Soudan. Là aussi, au niveau des résultats, ça a été plutôt intéressant. On a pu ramener le club dans la phase de poule de la Coupe de la Champions League, chose que le club n'avait pas fait depuis longtemps. Et non seulement la phase de poule, mais on a réussi à accrocher un quart de finale, éliminé par la meilleure équipe d'Afrique à la vie en faisant des très belles performances. Le mauvais côté, ça a été évidemment le mauvais passage, ça a été la guerre qu'on a connue au Soudan. Et puis après les 3 ans passés là-bas, à la fin de mon contrat, voilà, je me suis engagé cette année avec le club d'Azam de Tanzanie, avec un beau challenge à relever, c'est-à-dire essayer d'être le trouble fait de ce championnat tanzanien, qui est resté par Yanga et Simba. Donc c'est le 3e club du pays. On va essayer d'accrocher ces 2 clubs au niveau local et puis au niveau continental, rentrer dans une poule de la Coupe d'Afrique. Donc voilà un petit peu ce qui nous maintient. Maintenant, puisqu'on parle des péripéties, sûrement, à part la guerre au Soudan, parlons également de cette difficulté langagière. Vous êtes un coach francophone, vous avez grandi en France, bien sûr. Dites-nous, comment vous avez fait pour braver cette difficulté? Parce que sûrement, vous allez au Maghreb, exactement au Maroc, à Berkane. Forcément, ça ne parle pas un bon français, ça c'est sûr, ça parle plus arabe. Et puis après, vous allez au Soudan, c'est la même chose, c'est l'arabe. Et puis vous êtes en Tanzanie, c'est les Swahili beaucoup plus, c'est l'anglais. Comment vous avez fait pour braver cette difficulté? Il faut savoir s'entourer. Je crois que le football moderne, c'est ça. C'est plus un entraîneur avec une seule nationalité et qui est la vôtre. Maintenant, le football moderne, vous pouvez parler jusqu'à 10 langues dans une équipe. Donc, malgré tout, il faut savoir communiquer. D'où le rôle important d'avoir des adjoints. Et moi, j'ai pris le pari de prendre des adjoints qui arrivent à communiquer et qui arrivent à faire le relais. Donc, c'est pas la première fois. Ça a commencé déjà quand je suis allé en Chine. En Chine, j'avais un traducteur qui faisait français-chinois. On avait aussi un autre traducteur qui faisait espagnol-chinois. Et voilà. Donc, c'est le football moderne. On n'a pas une seule nationalité, mais plusieurs. Et on est dans le règne de la communication. Donc, il faut pouvoir échanger malgré les langues différentes. Bien sûr, on va essayer un peu de marteler là-dessus. J'ai suivi votre première interview en anglais. C'était en Tanzanie, je pense. C'était un peu compliqué pour vous. Et à chaque fois, vous disiez que vous n'étiez pas fort en anglais. Mais j'ai comme l'impression, depuis un moment, en fait, j'ai eu à faire une immersion au niveau d'Azam. Vous êtes devenu un peu anglophone. Vous vous exprimez mieux en anglais. Pas mieux, bien jusque-là en anglais. Ça vous a pris combien de temps l'apprentissage de la langue anglaise? Non, je suis un peu fainéant, on va dire. Parce que normalement, je devrais être beaucoup plus fluent. Mais c'est vrai, ce sont les circonstances qui font que j'aurais ce que je voulais faire en étant au Soudan. Je me suis inscrit à l'université pour pouvoir bien le parler parce que tant qu'à parler une langue, autant bien le faire.
Et je voulais justement bien apprendre à parler l'arabe. Malheureusement, la guerre a commencé. Et puis là, en Tanzanie, j'aurai l'occasion d'aller à l'université pour apprendre et le swahili et continuer à m'améliorer en anglais. Mais c'est vrai que l'amélioration vient naturellement en parlant tous les jours, donc on s'améliore. En fait, après la Chine, bien sûr, vous êtes revenu au Mais c'est pays. vrai, pardon, sans vous Ah, couper, mais c'est vrai que la langue est importante et la langue française, est comme trop toutes les limité. Ouais. langues, elle est très importante. Elle n'est pas limitée du tout. C'est une langue très très riche et moi j'aime la parler correctement. Et j'ai envie de parler aussi correctement, pas seulement le jargon du football. Alors voilà, en fait, après votre départ de Chine, vous êtes rentré au pays, bien sûr, vous qui avez passé beaucoup de temps en France, plus exactement. De l'AS Vita Club vers Berkane, comment ça s'est passé, coach? On vous a annoncé un peu partout. Oui, bon, dans Vita Club, ça s'est passé brusquement parce que je ne m'étais pas destiné à aller dans des clubs. Donc, je ne vais pas revenir, je vais passer rapidement là-dessus. Et je trouve qu'à la fin de la saison, cette saison tumultueuse avec l'affaire Matoutal, on ne va pas revenir dessus. J'ai eu une proposition de l'AS Berkane, donc, non, pas de l'AS Berkane, une proposition de Berkane. Et je suis allé pour discuter. J'ai parlé à ma dirigeante de l'époque que j'allais discuter et puis qu'on allait s'appeler pour prendre la décision ensemble. Malheureusement, elle n'a pas attendu. Pendant que j'étais parti, elle a tweeté comme quoi j'étais parti. C'est dommage parce que je n'ai pas pu dire au revoir aux supporters de l'ASV. Vous le regrettez jusqu'aujourd'hui. Oui, je le regrette parce qu'on a passé des bonnes années ensemble. Et pour moi, le foot, c'est pas seulement les résultats, ce sont les relations humaines. Non. Et c'est dommage d'abîmer les relations. Ça reste un sport merveilleux. Ça reste, c'est pour ça qu'on fait un sport collectif. Et cette communion qu'on a, c'est dommage de l'abîmer pour rien. On n'a pas besoin, on peut se quitter et rester très bien ensemble. On n'a pas besoin à chaque fois d'être fâché. C'est le seul bémol que j'ai par rapport à ma dirigeante. Je pense qu'il y a lieu de corriger ça, par exemple, avec votre retour à Kinshasa à un moment, aller Oui, saluer les j'ai supporters pas de de souci avec Vita. les supporters. Non, 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 j'ai pas de souci avec les supporters. Et on se reverra, il y a aucun souci avec ça. Mais disons que j'aurais voulu quitter le club en toute harmonie avec notamment mes dirigeants. Mais bon, je continue à parler avec les dirigeants, il n'y a pas de souci. Mais c'est dommage que ce soit avec celle qui était la première personne du club. C'est vraiment dommage. Parce qu'on a travaillé ensemble et c'était bien. C'était bien. Et bon, voilà, c'est la vie. Ah, c'est la vie. Mais vous arrivez à Berkane, c'est une autre vie. Déjà, comment vous trouvez l'équipe? Est-ce qu'il y a des comparaisons à établir entre Berkane et Vita Club? Aucune. Absolument aucune. Et je vais pas exagérer, mais je suis arrivé brusquement parce que je n'étais pas destiné à être l'entraîneur de Berkane dans un premier temps. Je partais pour savoir un peu ce qu'il y allait. Et dès le lendemain, j'étais sur le terrain. Donc, dès le lendemain, j'étais sur le terrain. Et puis, j'ai découvert l'AS Berkane et ils m'ont découvert aussi. Et quand je dis il n'y a aucune comparaison, parce que à Berkane, il y avait tout. Et dans les clubs, on devait créer des choses. Alors qu'à Berkane, il y avait tout. Donc, c'est ça. Et puis, sûrement, c'était un passage en apothéose avec au passage un trophée de la Coupe de la Confédération. Vous l'aviez raté de très près au niveau des Vita Club. Vous avez joué la finale, aussi bien de la Ligue des Champions que de la Coupe de la Confédération. Vous remportez enfin ce trophée. C'est ce qui vous manquait apparemment. Oui, ça manquait un peu en club, oui. Mais encore une fois, je dis, c'est bien, c'est important d'avoir des titres, un palmarès. Mais le plus important, ça reste pour moi les relations humaines. Et ce que j'ai pu tisser dans l'ASV Club, les relations, les moments que j'ai pu passer dans l'ASV Club, ça continue. Ouais. Ça continue avec les joueurs, avec les dirigeants. Je continue à être en très très bon terme.
Et il ne se passe pas un seul jour sans que je puisse parler à quelqu'un de Vita Club, que ce soit un joueur, un dirigeant, un supporter. Donc ça, on ne peut pas me l'enlever, ça reste dans mon cœur. Et puis, sûrement après Berkane, vous êtes allé au Soudan où il s'est passé beaucoup de choses. Bien sûr, vous avez regretté la guerre qui vous a surpris pratiquement. C'est un bémol, vous l'aviez évoqué. Mais déjà là, vous êtes dans un club historique, un club mythique qui est Al Hilal Omdurman, une super ville. Déjà, dites-nous, vous trouvez également ces clubs comment? Une fois sur place, qu'est-ce que vous avez déjà une idée au départ de ces clubs-là? Vous avez été surpris de voir tout ce Oui, qu'il y avait. il y avait un challenge à chaque fois parce qu'on reste compétiteur, que ce soit dans l'ASV Club ou avec l'équipe nationale, on reste compétiteur et on a envie d'atteindre les challenges. Donc le challenge, c'était de ramener l'équipe, de faire mieux que les années précédentes, donc de la ramener au-delà de la phase de poule. Donc voilà, on a eu un frein par rapport à cette guerre, mais je tenais vraiment à dire un grand merci, un grand coup de chapeau à la direction d'Al Hilal, parce que malgré la guerre, malgré les événements, ils ont toujours été là, ils nous ont déplacés, ils nous ont sortis du Soudan et on n'a jamais eu un seul retard de salaire malgré la guerre. Et ça, c'est vraiment, il faut leur tirer un grand coup de chapeau à ces gens-là. Je suis tombé sur des joueurs aussi extraordinaires. Donc, une très très belle expérience. Oui, par-dessus tout, vous allez en Mauritanie où vous remportez un trophée aussi. Oui, oui, C'est une plus-value inaubaine. on reste compétiteur. Quand Quoi? on s'engage quelque part, on a envie de gagner. Et c'est ce qu'on a fait. On a gagné, et tout en gardant des relations extraordinaires. Quand ce que j'ai vécu dans V-Club ou dans Berkane, je l'ai revécu à Al Hilal. Et c'est quasiment comme Vita. Il ne se passe pas une journée sans que j'ai des nouvelles de Al Hilal. Donc, aussi bien avec les dirigeants, tout se passe très bien. Et ils me consultent encore s'ils ont des recrutements à faire, Wow. s'ils ont des choses. Donc, on s'est encore quitté de très très belle façon. Donc, j'ai quitté V-Club avec tout le monde sauf une personne de très belle façon. J'ai quitté Berkane de très très belle façon aussi, avec le président, alors qu'il me restait une année de contrat. Je suis allé le voir et il m'a libéré. Et vraiment de manière extraordinaire. Et puis là, au Soudan, la même chose. Mon contrat arrivant à échéance, j'avais besoin d'aller ailleurs et on s'est quitté très bons amis. Donc voilà, il y a eu beaucoup d'embrassades, beaucoup de pleurs. Wow. Mais ça fait partie de la vie. Moi, j'avais besoin de voir autre chose par rapport à ce que j'ai vécu pendant 3 ans. Et là, bon voilà, j'espère qu'avec Azam, on se quittera aussi de la même façon que les autres. Mais il n'y a pas de raison. Je veux dire que on peut gagner sans tuer père et mère et garder des bonnes relations. C'est pour ça qu'on est quand même dans un sport collectif avant tout, même si après c'est devenu un métier. Bien sûr, on va faire un petit break au niveau de cette équipe de Al Hilal Omdurman du Soudan. Juste après votre annonce de départ, on vous a annoncé un peu partout, coach. Il y a eu des spéculations, les coachs allaient partir, même bien avant, au niveau de l'Espérance sportive de Tunis. Est-ce qu'il y avait une offre concrète? Ce n'était que des folles rumeurs, des mauvaises rumeurs, ça sais pas. C'était quoi? Il y a eu beaucoup d'offres. Je ne vais pas vous dire si celle-là elle est vraie ou pas, mais il y en a eu beaucoup, effectivement. Mais j'en parle pas. Pourquoi? Parce que je ne vais pas alimenter des rumeurs. Et tant que rien n'est signé, ça reste dans les rumeurs. Donc là, je suis à Azam, donc on oublie toutes les rumeurs. Ah, bien sûr, vous êtes à Azam avec un objectif qui est clair, soit jouer l'une des 2 premières places et progresser au niveau de la Coupe de la Confédération d'abord, c'est ça? C'est bien ça. Et puis après, vous allez viser les trophées un peu après, pourquoi pas? Bah, quand vous rentrez, quand vous êtes ambitieux, moi c'est ce que j'ai dit à mes joueurs. Pourquoi vous vous contentez de la 3e place? Je veux dire, quand tu es compétiteur, quand tu as été 3e, tu as envie d'être 2e ou 1er. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Est-ce qu'on va y arriver? Ça c'est autre chose, mais au moins avoir cette envie. Il n'y a pas de raison de se mettre des objectifs peu élevés. Il faut se mettre des objectifs
un peu élevés pour essayer au moins de les atteindre. Si vous vous limitez, ok, je vois pas pourquoi on va se limiter. Donc, on va jouer pour aller le plus haut possible dans le championnat. Maintenant, parlons un tout petit peu aussi de votre casquette de sélectionneur par le passé. C'est vrai, vous avez été appelé en catastrophe presque pour sauver l'équipe de la RDC au niveau du CHAN en 2021, bien sûr, au Cameroun. Et depuis lors, vous êtes devenu beaucoup plus coach que sélectionneur. Est-ce que des fois, ces costumes des sélectionneurs vous manquent aussi? C'est pas la même chose ou Non, c'est pas le même métier. Moi, j'ai combiné les deux. C'était pas facile. Et j'avais décidé d'arrêter parce que j'étais un peu fatigué. J'étais très, très fatigué pendant cette CAN de 2017 17, ouais. en Égypte. J'étais vraiment très, très fatigué. J'avais fait ça pendant 5 ans. Et il était temps un petit peu que je prenne du recul, du repos. Mais encore une fois, j'ai déjà dit, je ne m'interdis rien. Je ne m'interdis rien. Et je crois qu'avec avec l'âge, être au quotidien sur le terrain, c'est peut-être Fatigant. pas forcément ce que j'aimerais avoir. Peut-être qu'une sélection, ça m'irait plus. Et aussi pour la vie de ma famille. Mais bon, pour l'instant, je suis concentré sur Azam. Que sera fait l'avenir, de quoi sera fait le lendemain. Maintenant, parlons du football congolais. Est-ce que depuis votre départ, vous avez toujours un regard sur le championnat congolais? Il vous arrive de suivre les matchs du championnat? Bien sûr, d'autant plus que je suis pour l'instant le vice-président du syndicat des entraîneurs. Wow. Forcément, j'ai un œil sur ce qui se passe au Congo. Pas toujours le plus attentif, mais je le suis, et notamment pour donner un coup de main à la direction technique nationale, notamment sur la formation de nos entraîneurs, parce que j'y tiens énormément, et je suis jaloux de ce qu'on a pu mettre en place au niveau des diplômes avec le directeur technique national qui n'a pas beaucoup de moyens, qui est tout seul, enfin aidé par nous tous, notamment le DTN, l'ancien DTN Moukeba, à qui je rends hommage, et puis à tous les entraîneurs qui sont venus, qui œuvrent quasiment bénévolement pour aider nos jeunes à pouvoir se former et aller de l'avant. Donc je suis très fier des entraîneurs congolais. Ça, je tiens vraiment à le noter. Je suis très fier parce que ça fait... On essaie toujours de nous séparer, mais je crois que s'il y a une corporation qui s'entend bien maintenant au Congo, c'est celle des entraîneurs. Parce qu'on commence à comprendre notre intérêt commun. Et il faudrait que les dirigeants, maintenant, l'étape supplémentaire, on y va petit à petit, on n'a pas oublié. On va faire beaucoup de... Pas du bruit juste pour faire du bruit, mais pour faire comprendre aux gens que sans les entraîneurs, on ne peut pas avoir un football de haut niveau. Donc, qu'ils nous prennent un petit peu en considération et qu'ils ne nous considèrent pas comme on le fait très facilement, hein, comme on le fait très facilement au Congo, en traitant les entraîneurs des entraîneurs de 10%, alors que les entraîneurs sont très responsables. Ce sont des gens responsables. Et puisqu'on parle des entraîneurs, on ne peut pas avoir des bons entraîneurs sans des bons joueurs. Sûrement, il y a eu quand même beaucoup de joueurs de révélation, ou joueurs révélations. Ça surtout. Parce que les talents, très souvent, il est inné. Pardon? Parce que les talents, très souvent, il est inné. Le talent qui est inné, il s'éteint souvent à l'âge de 12 ans. Ah ouais. Il s'éteint souvent. Et c'est ça, quand vous avez fait la formation, vous comprenez. Ouais. C'est quand vous n'avez pas un bon entraîneur, c'est très difficile d'avoir un bon joueur. Et bien sûr. À part les quelques génies qu'on peut avoir. Et c'est très rare d'ailleurs. C'est très rare. Ouais. Maintenant dans le monde actuel, parce que le football est devenu très scientifique et on arrive à combler tout ça et on avance très vite. Et si une personne est quasiment autodidacte, comme la plupart de nos joueurs, c'est difficile d'atteindre un certain niveau parce qu'on va développer à un moment donné des lacunes, que ce soit technique et surtout tactique. Donc, voilà. Et bien sûr, parce que vous avez parlé beaucoup plus de ces jours-là. Ça, c'est sûr, il y a toujours ce talent qui est inné, qui est développé par les entraîneurs, tel que vous le dites. Mais comment vous voyez l'évolution de ces jeunes joueurs-là? Il y a des jeunes
qui surprennent matin, midi et soir. C'est le cas du petit Ibrahim Matobo. Vous avez un regard sur ça? Le grand problème reste toujours au niveau de la formation. Ouais. Je le dis toujours, moi quand j'étais sélectionneur national, j'ai demandé à ce que mon bureau soit à Kourara. J'avais un bureau au niveau de la ville, au niveau de la fédération, mais j'ai toujours demandé que je sois à Kourara avec les autres entraîneurs nationaux. On doit avoir notre bureau là-bas et on doit développer les formations. Bon, on va revenir, sinon on va prendre trop de temps. Mais on a réfléchi, c'est pour ça que je dis, on n'a pas encore tout dévoilé, mais on a beaucoup réfléchi sur ça, avec le DTN, avec le feu Andy Fouti, là, paix à son âme, et tous les autres collègues. On a mis le prof d'Abousso, que je pleure encore. On a vraiment travaillé pour mettre en place d'abord une bonne formation des entraîneurs, pour pouvoir après savoir comment on doit pouvoir développer les qualités de nos joueurs. Et ça va avec l'école. Ça va avec l'école. Donc voilà, c'est un projet, à part le ministre actuel que je n'ai pas rencontré, tous les ministres congolais de sport et les ministres de l'enseignement, je les ai tous rencontrés pour leur parler de ce projet-là. Il n'a pas été mis en route. Le projet est encore dans les tiroirs, chez le DTN, mais on ne le consulte pas. On ne consulte pas, bon voilà, un jour peut-être qu'on pourra voir que les entraîneurs congolais ne dorment pas. Ils travaillent pour pouvoir faire avancer non seulement le football congolais, mais aussi l'éducation de nos enfants, parce que l'entraîneur, c'est un éducateur avant tout. Et là, en fait, j'ai parlé beaucoup plus de l'éclosion de ces jeunes joueurs-là. J'ai parlé de Matobo, j'ai parlé d'autres joueurs. Mais Matobo a été recruté, entre guillemets, quelque part, là-bas, Andy, par le coach Anissé, qui l'a amené dans les Aigles. Hein? Donc, il avait son talent naturel, et on l'a emmené dans les Aigles, au niveau des Aigles, où il a des entraîneurs qui sont compétents, qui continuent à l'améliorer, et il a encore une grande marge de progression. Il a une très grande marge de progression. Ce gamin doit s'améliorer encore dans les centres, par exemple, si je parle que de ça. Il doit s'améliorer dans ses appels de balles, ne pas jouer seulement quand il reçoit le ballon et faire la différence. Il doit aussi jouer sans ballon. Donc tout ça, il est maintenant avec le coach Tsopira qui s'en occupe. Là, il faut que cela soit dit. C'est coach Tsopira qui est avec lui, avec les autres coachs qui sont en train de l'améliorer. Donc voilà, il a encore une grande marge de progression comme beaucoup d'autres. Je vais juste donner un exemple. Notre championnat a été arrêté pendant, je ne sais pas, un petit moment. On n'a pas joué. Mais regardez les bons matchs qu'on a pu faire. À part les autres matchs où j'en parlerai pas. Non, mais avant notre championnat, il y a eu des très bons matchs. À part les autres matchs, bon, je ne vais pas en parler parce que ça, c'est... Voilà. Mais les vrais matchs qui se sont joués, c'était d'un bon niveau. Avec des joueurs inconnus. Mais on a vu la qualité des joueurs. Si vous prenez ce Chan, c'est sûr, on est éliminé. Mais on n'a pas fait piètre figure. Avec toute la préparation qu'on a eue, qui est celle que l'on a eue. Mais on n'a pas fait piètre figure. Donc si on y met juste un peu de sérieux, on va à nouveau repartir vers l'avant. Mais il faut qu'on nous donne les moyens de pouvoir repartir de l'avant. Pas qu'on soit toujours dans l'improvisation, dans les calculs, de se casser la tête, qu'on puisse être un petit peu rationnel. Si on pouvait l'être, je crois qu'on n'aurait peur de personne. Je l'ai toujours dit, je prêche, c'est pas la première fois. Si on y met les moyens normalement, dans chaque compétition, on doit être dans le dernier carré. On doit être dans le dernier carré, dans toutes les compétitions. Être dans le dernier carré, c'est voilà, ça doit être notre target. Donc voilà, mais si tu n'as pas les moyens, tu es éliminé dans la phase de poule, et c'est normal. Et les gens ne doivent pas être mécontents ou surpris, c'est normal. Quand tu ne travailles pas bien, c'est normal que les autres te battent. Tu peux être le grand pays, le réservoir que tu veux, mais tu ne peux pas faire des miracles tout le temps. Alors, coach, vous avez fait révéler quand même beaucoup de joueurs, il faut les rappeler. Je voulais qu'on puisse s'appesantir sur un joueur, Fiston Mayele.
Je pense que s'il y a une fierté peut-être que vous avez actuellement, c'est Fiston Mayele fait partie de ces fiertés-là, de ces joueurs-là qui vous font beaucoup plus de joie. Dites-nous déjà comment vous trouvez tous les exploits qu'il réalise. On peut parler d'exploits ou on peut parler d'une continuité. C'est linéaire ou c'est quoi? Non, c'est linéaire. C'est linéaire. Vous n'êtes pas surpris? Pas du tout. Pas du tout. Et ça vient pas de moi. Quand on m'a ramené les vidéos, c'est Bofir Ngenge qui m'a ramené ces vidéos. Un jour, il me dit, coach, j'ai vu un gamin qui est à Kolwezi qui marque des buts extraordinaires. Tu peux pas l'essayer. J'ai regardé les vidéos. J'ai trouvé que c'était très intéressant. Il marquait des très beaux buts déjà à Kolwezi. Je peux pas dire que c'est moi, vous dites que c'est moi, mais il avait son talent. Les buts qu'il marquait déjà à Kolwezi, sont les mêmes qu'il marque là. Donc avec moi, il est venu, il a découvert un autre niveau. Ça n'a pas été simple au départ. Au départ, c'était difficile. Parce qu'il a trouvé du talent dans V Club, il a trouvé de la concurrence. Et il s'est nourri de cette concurrence pour qu'il puisse aussi avoir son tour la possibilité de jouer. Parce que quand vous arrivez et que vous avez Etekiama, vous avez Makusu, c'est pas simple, hein. Ça, ce sont des très très grands buteurs. Mais il s'est nourri de ça, il les a regardés jouer, et avec le talent qu'il avait, il a progressé. Parce que quand il est arrivé au départ, il est parti. Puis il est revenu, et puis petit à petit, il a fait son trou. Il s'est amélioré, il a appris des choses, il a appris la pression, parce que jouer dans V Club, c'est pas simple. C'est pas simple. Non seulement il s'est amélioré techniquement, tactiquement, mais mentalement aussi. Parce que dans V Club, jouer dans ce stade quand il est plein, comme à notre époque, avoir la responsabilité de ce poste de numéro 9, que beaucoup de gens ont porté, des grands buteurs, je ne vais pas les citer, mais qui sont passés dans V Club, c'est pas simple. Beaucoup de pression. Énormément de pression de jouer dans Vita. Être joueur de Vita, ça vous demande d'avoir un mental d'acier, mais vraiment d'acier. Parfois même plus que d'acier. On aura l'occasion d'en revenir, mais il a su surmonter ça. Et à partir de là, maintenant, il peut voyager tranquille. À partir de toutes ces expériences-là, techniquement, tactiquement, il s'est forgé et mentalement. Après, quand il est parti en Tanzanie, il a déroulé. Il a déroulé parce que le championnat congolais, on a gagné 2 CHAN à cette époque-là. Ça veut dire que le championnat était très fort. Avec Mazembe qui a trusté toutes ses coupes, Vita Club qui a joué 2 finales de coupe. Ça veut dire que le championnat était très fort. Le CHAN, c'est le reflet de votre championnat. Donc après, ça n'a pas été si difficile que ça d'aller s'imposer en Tanzanie. Et en s'imposant en Tanzanie, il est parti en Égypte. Il a eu un petit temps d'adaptation et puis voilà. Et puis maintenant, il est comme un poisson dans l'eau, j'espère. Et puis, avec l'équipe nationale, il n'a pas encore fait son trou en étant titulaire. Mais chaque fois qu'il a la possibilité de jouer, parce qu'il a ce mental-là qui s'est développé, notamment dans Vita, et ben si on lui donne 10 minutes, c'est il joue les 10 minutes à fond et il essaie d'être productif par rapport à ça. Et quand tu lui parles, il dit « j'ai retenu ce que tu m'avais dit ». Et ce que je dis à un attaquant, je lui dis un attaquant égale but. Et chaque fois que tu rentres sur le terrain, c'est ce que je lui ai dit. Tu dois penser je marque ou je fais une passe décisive. Ça n'arrive pas tout le temps, mais dans son mental, il sait que quand il rentre, il doit marquer ou faire une passe décisive. Donc voilà, il a déjà ça. Donc il continue à cultiver ça, au-delà de tout ce qu'il doit faire pour pouvoir faire ça. Meilleur buteur de la Ligue des Champions, il a dominé presque le championnat égyptien de football. Est-ce qu'on peut dire que c'est votre plus grande satisfaction, Fiston? C'est vrai, vous avez eu à propulser beaucoup de joueurs, Firmin Moubele et bien d'autres joueurs, on ne saura pas citer toute la liste. Fiston, c'est votre grande fierté aujourd'hui? Je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas dire ça parce que, je vous dis encore, moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est de faire progresser les gens, d'aller le plus loin possible. Et c'est vrai qu'il me rend fier. Mais beaucoup d'autres, il y a des joueurs qui avaient moins de talent, beaucoup moins que lui, et qui ont réussi à faire une carrière. Et ceux-là, ils me font aussi plaisir. Donc voilà. Il est en haut,
en haut de l'affiche et il fait plaisir à tout le monde. Mais voilà, il est parmi... voilà. Il est dans le cœur parce que non seulement c'était un bon footballeur, mais c'est aussi un bon monsieur. Et c'est ça qu'on a... C'est plutôt ça la plus grande fierté pour moi que j'ai eue avec tous ces joueurs de l'ASV Club qui tout le monde qualifié de, entre guillemets, idiots. Bapetuana, Batangate, Bayokara français. Et tous ces gamins-là ont démontré le contraire. Ils ont démontré leur sérieux pour la plupart. Ils ont répondu sur le terrain. Ils ont répondu sur le terrain et en dehors du terrain. C'est surtout ça. En dehors du terrain, ils ont été des hommes. Parce que souvent, on récupère des gens et puis on n'en fait pas des hommes. Et ils ont pris leurs responsabilités. Bien sûr, il y a des réussites, et des belles réussites, des moins bonnes, mais vous en avez cité quelques-uns, je ne vais pas les citer tous. Vous avez cité Moubele, je ne vais pas citer Glodingonda, comment il s'appelle, Fabrice Ngoma. Voilà, ils sont très nombreux qui ont réussi et qui sont tranquilles. Et c'est une bonne chose, c'est inspirant. Et je crois qu'on devrait aussi s'inspirer de ça pour pouvoir continuer à former nos joueurs. Très important. On va terminer avec le tout dernier chapitre. C'est l'équipe nationale de la RDC qui a 2 matchs très importants à livrer déjà au début du mois de septembre prochain. D'abord, dites-nous, coach, est-ce que vous échangez un peu souvent avec le sélectionneur actuel, Sébastien Dessac? Souvent, non, mais on se connaît bien et c'est un copain. Donc, non. On n'échange pas souvent ces derniers temps, non, mais c'est toujours avec grand plaisir. Vous êtes fier du travail qu'il a là-bas? On est à la porte d'une Coupe du Monde. C'est important, hein. C'est important. Moi, quand j'ai repris et j'ai réussi à faire revenir beaucoup d'internationaux, c'était mon discours. Je voulais aller à la Coupe du Monde. J'en reviens encore avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut se donner des objectifs élevés, sinon on n'arrivera jamais à les atteindre. On a failli, on a raté de très peu, mais l'objectif demeure le même. On a raté de très peu. Il fallait au moins se focaliser sur ça. Malheureusement, entre-temps, on est parti sur des trucs qui n'étaient pas très importants. On a perdu du temps. Bon, c'est pas grave. Là, on a récupéré le temps et on est en marche pour atteindre une Coupe du Monde. Donc, je serais très fier qu'on puisse la faire. Avant sûrement de parler de ces 2 matchs qui sont importants, il y a un joueur apparemment dont vous aviez été l'un de ceux qui ont poussé pour qu'il porte un jour le maillot congolais, c'est Aaron Wan-Bissaka. Enfant, il accepte de jouer pour la RDC. Quelle a été votre contribution pour en arriver là? Sûrement par le passé, vous l'aviez contacté. Oui, non, mais bon, les joueurs, parfois, ils acceptent de venir peut-être 2 ans après le premier contact. Avec Aaron, ça a pris un peu plus de temps. Mais je suis fier qu'il soit là. Moi, j'étais en contact très longtemps avec son papa. Donc voilà, il avait quelques petites choses à régler au niveau de l'Angleterre. Il fallait qu'il soit bien parce qu'il avait le choix de jouer en Angleterre. Donc c'est pas rien non plus. Quand vous pouvez jouer pour l'Angleterre, vous avez grandi, vous avez vécu là-bas. C'est pas... Voilà. Bon, il fallait qu'il mûrisse. Mais quelle était la position de son papa? Son papa, lui, il était pour qu'il joue pour le Congo ou pour l'Anglais? Son papa est tout le temps à Kinshasa. Mais son fils est adulte. Donc, ce n'est pas les parents qui décident pour leurs enfants. Ils font les enfants sont maintenant adultes. Il peut lui en parler, mais la décision revient à Aaron. Donc, il a mûri sa décision. Maintenant, il est prêt à mouiller le maillot, qu'il soit bienvenu. Très grand renfort, sûrement. Bien sûr, quelqu'un qui a cette expérience-là. Moi, j'ai toujours voulu j'ai toujours poussé les joueurs à aller jouer le plus haut possible. On n'est pas encore arrivé à ce niveau-là, comme je parlais beaucoup avec d'autres sélectionneurs, comme au niveau du Sénégal. Moi, j'ai fait jouer des joueurs qui jouaient en D3, en 3e division. Au Sénégal, on ne regarde pas la 2e division, en 1re division. Donc,
Et je voulais que nos joueurs puissent jouer le plus haut possible les Ligues des champions européennes. Et dans un proche avenir, j'espère qu'on pourra avoir ça. Il y en a un qui était tout proche de signer dans un très grand club. J'aurais souhaité ça. Je voulais vraiment que Cédric puisse aller parce qu'il était très proche quand il était deuxième buteur du championnat d'Espagne. Mais je ne regrette pas le choix parce qu'il est parti en Chine. Mais je ne regrette pas le choix. C'est un choix de vie et c'était très bien pour lui et pour sa famille. C'est important. C'est un professionnel. Mais c'est vrai qu'il y en a d'autres qui auraient pu être à ce niveau-là. Parlons maintenant de ces deux matchs-là. Ils sont importants, bien sûr. Mais dans l'opinion congolaise, on a comme l'impression qu'on se focalise plus sur le match contre le Sénégal qu'à celui contre le Soudan du Sud. Pourtant, c'est le premier qu'on joue déjà ce 5 septembre. Je pense que c'est l'erreur à ne pas commettre. Vous connaissez peut-être le Soudan. C'est un pays qui est en train d'évoluer et d'émerger sur le plan footballistique notamment. C'est toujours ça la différence entre ce que vous l'avez bien dit, l'opinion et les professionnels qui sont là, qui sont les joueurs et puis le staff. Je crois que les joueurs sont suffisamment conscients du fait qu'ils peuvent accrocher une Coupe du Monde. Et pour la plupart de cette génération, c'est peut-être leur dernière chance de pouvoir jouer une Coupe du Monde. Donc je sais qu'ils ne vont pas négliger ce match-là. C'est difficile parce qu'il n'y a plus de petits matchs en Afrique. C'est difficile. Mais avec le talent qu'on a et la concentration, la volonté que vont avoir les joueurs d'aller en Coupe du Monde, ils vont jouer ce match-là. Et puis l'expérience qu'on a eue, nous, face à la Tunisie, ça doit aussi leur trotter dans la tête pour pouvoir bien faire le travail et bien le terminer. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner ces deux matchs-là? Parce que sûrement, ces deux matchs peuvent déjà donner une vue panoramique sur la suite de la RDC. Non, il n'y a pas de match à négliger. Il n'y a pas que ces deux matchs-là, vous l'avez dit. Il faut y aller pas à pas. Et le Soudan du Sud, c'est pas le Sénégal. Donc le staff est assez compétent pour voir ce qu'il faut faire par rapport à ces deux matchs-là. Et quand on regarde le groupe, il est suffisamment étoffé et de grande qualité pour pouvoir gérer ces deux matchs-là. On est à la fin de cette interview, Coach Florent. Vous avez un message à lancer aux supporters, surtout congolais, qui vous manquent. Est-ce qu'on peut dire que des fois cette pression congolaise vous manque? Des fois des injures qui viennent des tribunes, tout ce qui a trait au foot congolais, ça vous manque à un certain moment? Non, les injures ne manquent pas. Non. Les injures ne manquent pas. On fait son travail et puis tout ce que je peux leur dire au-delà du football surtout, c'est que j'espère que demain sera mieux qu'aujourd'hui. Parce que je sais aussi que la majorité des gens qui viennent au stade n'ont pas forcément une situation facile. Et je leur souhaite beaucoup de courage et puis d'être toujours derrière les léopards et enfin de revenir au stade. Parce qu'ils ont déserté le stade, il faut qu'ils reviennent au stade pour pouvoir justement emmener notre football le plus haut parce qu'un football sans spectateurs est un peu mort. On a besoin de ça. À partir du 9, c'est contre le Sénégal, il faut que les grands Liboulou, le stade des Martyrs soit plein. Oui, il faut. Je pense qu'il le sera. Je pense qu'il le sera pour l'équipe nationale, mais au-delà de l'équipe nationale, je parlais de tout le football. C'est quand même dommage de voir le championnat, la Ligue Foot se jouer avec des tribunes vides. Le dernier match VV Club des Rings à Tata Raphaël vide, ça pose question et c'est triste. C'est triste parce que ça c'est un match, moi j'ai vécu des matchs où le stade est plein à 10h du matin et avec quasiment autant de personnes dehors que dedans. Donc il faut qu'on se pose les bonnes questions. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça puisse revenir? Merci beaucoup, Coach Florent, surtout de cet entretien. C'était enrichissant. On vous remercie, surtout on remercie aussi les équipes des Azam qui ont sérieusement travaillé pour que cette interview soit effective. Ici avec le coach Jean-Florent Ibenge, à qui nous disons merci, coach. Un grand merci à vous tous. En tout cas, Boye Belé le 9, tous en a besoin de la Coupe du Monde. Boye Belé. C'est très important. Donc on se retrouve très prochainement pour un autre entretien. Et à très bientôt. Salut, merci beaucoup.